Bonjour à tous et merci d'être connectés. Merci d'aimer la vidéo afin de la protéger. Et merci de partager massivement cette vidéo auprès de vos connaissances, de vos amis, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, mais aussi partager cette vidéo dans les groupes auxquels vous êtes abonnés. Partagez la vidéo. Partagez-la. Nous commençons avec beaucoup de retard parce que les agents France-Africains m'ont coupé l'accès à mon Wi-Fi. Wi-Fi dont je paye l'abonnement. Et aujourd'hui, où je dois faire ce live, précisément 10h30, 11h, voilà que je n'ai plus accès au Wi-Fi. Ce sont les services de Libertis ou les services, je ne sais pas, qui ont décidé de rendre impossible cette communication politique. On fait tout pour nous empêcher de prendre la parole et de livrer le message qui va permettre d'édifier les populations gabonaises et au-delà, les peuples d'Afrique. Nous mettons sur la table des choses cachées, des choses jugées confidentielles pour le peuple, des choses taboues. On ne veut pas que vous sachiez comment votre pays est géré, comment le sous-continent d'Afrique francophone est administré par l'impérialisme néocolonial français. On ne veut pas que vous soyez au courant. Donc on empêche à ceux qui ont l'information et le courage, on leur empêche de prendre la parole et d'édifier, d'instruire le plus grand nombre. Nous sommes dans la campagne The France-Afrique Bashing dans son acte 4. Et nous entendons répondre à la 7e question dont je vais décliner bientôt le libellé, l'énoncé. Mais avant, je voudrais avoir un mot à l'endroit de mes frères du Mali. Je voudrais leur dire à quel point je marque ma satisfaction totale et leur témoigne mon respect pour la décision courageuse qu'ils ont eu à prendre lorsque l'État malien a été insulté, vilipendé, agressé verbalement par les responsables politiques de premier niveau en France. Oui, il fallait prendre cette décision courageuse d'expulser l'ambassadeur néocolonial français en lui demandant de voir avec ses autorités la meilleure façon de rétablir des rapports qui soient des rapports imprégnés et empreints de courtoisie et de dignité. Je veux rendre ici un hommage au peuple digne du Mali, héritier de l'Empire du Mali, héritier des empereurs de grande valeur comme Soundiata Keïta, comme Kankou Moussa, héritier moderne des hommes illustres comme Modibo Keïta. Par ce tact de courage diplomatique, l'État malien montre la voie de la respectabilité à tous les Africains de l'Afrique francophone. Dans la mentalité de beaucoup d'entre eux, il est impossible, il est pratiquement
chose à ne pas penser que de demander à l'ambassadeur de l'ancienne puissance coloniale de rentrer chez lui. C'est inacceptable pour certains. C'est impossible. C'est inenvisageable. Et pourtant, cela a été fait et de fort belle manière. Une nouvelle génération en Afrique est en train de monter, disposée à faire respecter la souveraineté de leur pays, la souveraineté de l'Afrique. Ce que l'État malien a fait le 31 janvier 2022 est bien en deçà de ce que fit le président Paul Kagame lorsque, en 2006, il a interrompu les relations diplomatiques entre la France et son pays, le Rwanda. Il les a interrompus et il a expulsé dans les 24 heures qui ont suivi la notification l'ambassadeur de France. Le Rwanda, depuis, s'est-il mal porté? Le Rwanda, depuis, a-t-il réussi son pari de développement? Le Rwanda, depuis, s'est-il fait respecter par la France? Il semble que oui. En dehors du giron français, eh bien, l'Afrique peut évoluer, réaliser son œuvre de développement et se faire respecter par une puissance néocoloniale comme la France, qui aujourd'hui lui a confié le secrétariat général de la francophonie, alors que le Rwanda, sous Kagame, est désormais réputé anglophone. Et cette même France s'empresse maintenant de vouloir rétablir des rapports normaux. Ah! Lorsqu'on se fait respecter par la France, eh bien elle change d'attitude. Elle arrête d'être ce maître méprisant qui humilie en permanence l'esclave qui se prosterne à ses pieds. C'est la leçon qu'il faut tirer du Rwanda. Et c'est celle que nous donne aujourd'hui le peuple du Mali, que je salue. Je veux vraiment rendre un hommage au colonel Assimi Goïta pour son courage. Je veux également remercier le Premier ministre, le docteur Abdoulaye Kokala Shogel Maïga. Et naturellement, je ne peux que féliciter le brillantissime diplomate Abdoulaye Diop, qui a fait sur les chaînes françaises une leçon magistrale de diplomatie internationale à Jean-Yves Le Drian, à Florence Parly et naturellement à leur maître Emmanuel Macron. Chapeau, chapeau bien bas aux autorités de la transition, autorités légitimes et soutenues par le peuple de Mali. Et on l'a vu le 14 janvier 2022. Ceci étant dit, car il fallait le dire, c'est important. Nous n'avons pas l'habitude de voir ce genre d'action en Afrique francophone. Et quand cela se produit, il faut le relever. Et c'est ce que je viens de faire. À la suite de Kémy Séba, à la suite de Nathalie Yamb, à la suite du président Banda Kani. Tous les néo-panafricanistes doivent s'exprimer et témoigner non seulement leur satisfaction, mais leur fierté quand les Africains qui ont compris que la souveraineté ne se négocie plus prennent la parole au nom de leur pays, mais également au nom de toute l'Afrique. Aujourd'hui, jeudi 3 février 2022, nous sommes en plein cœur de notre campagne The France Afrique Bashing. Oui, nous sommes dans l'acte 4, l'acte des commentaires et des analyses détaillées sur les différents aspects
des accords secrets coloniaux que nous avons pris le soin de vous lire en acte 2, afin que vous disposiez de la substance lorsqu'elle a été conçue et réalisée par les Français en 1960. Substance contractuelle qui nous lie encore et explique pourquoi nous n'arrivons pas à nous développer. Dans cet acte 4, aujourd'hui, nous entendons répondre à la 7e question, dont je livre maintenant le libellé. L'aide publique au développement est-elle une grossière arnaque française en Afrique? Je reprends cette question importante. L'aide publique au développement, en abrégé APD, est-elle une grossière arnaque française en Afrique? Pour répondre à cette question importante, je vais donc vous livrer la table des matières, les différents chapitres que j'entends aborder pour donner le maximum d'éléments de réponse que vous aurez l'occasion de vérifier si vous vous donnez la peine d'aller sur Google et de taper les mots-clés qui seront ici livrés. Dans le premier chapitre, je voudrais d'abord donner les éléments de rappel historique, car il faut comprendre souvent une situation actuelle en remontant à ses origines. Et vous avez constaté que dans nos différents lives, ce travail préliminaire est fait. Situer le contexte actuel et donner ses origines dans le passé. Et ainsi, on saisit bien les ambitions de départ, les options qui ont été retenues. Deuxième chapitre. Après avoir situé le contexte actuel et historique, nous allons interroger les enjeux. Quels sont les enjeux derrière cette aide publique au développement? Troisième chapitre. Nous allons voir les mécanismes de fonctionnement qui prévalent dans le cadre de l'aide publique au développement. Quatrième chapitre, nous allons essayer de documenter la situation chiffrée et contrastée de certains pays d'Afrique et d'Asie. Et ensuite, nous allons faire le bilan de l'aide publique au développement en terre africaine, précisément dans le sous-continent francophone. Puis, sur la base de tous les éléments que je vous aurai donnés, je conclurai cette communication politique en vous donnant la prochaine question en débat et qui fera, elle, l'objet du prochain direct. Voilà, mes chers amis, le menu que je vous propose ensemble dans le cadre de cette 7e question à laquelle nous devons répondre, qui s'inscrit dans le cœur de notre campagne The France Afrique Bashing, dans son acte 4. Vous commencez à me connaître, je suis Privat Ngomo, le responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une structure associative, politique et internationale. Nous y avons pour triptyque idéologique les différents éléments suivants. Nous y sommes foncièrement souverainistes, ouvertement, je dis bien ouvertement, anti-France-africain.
Et enfin, fondamentalement néo-panafricaniste. C'est cela la marque idéologique de notre mouvement. Et donc, nous entendons nous associer à toutes les forces progressistes en Afrique qui vont se battre pour la libération de notre continent, qui vont accepter de mener le combat qui n'a pas été effectué en 1960 quand on nous a servi des pseudo-indépendances qui nous ont endormis, nous ont fait croire que nous étions souverains, justement pour que nous ne nous battions plus afin de le devenir. Nous sommes sortis de cette illusion désormais. Nous connaissons la vérité. Et cette vérité nous a affranchis du mensonge gaulliste. Nous nous battrons avec toutes les autres forces néo-panafricanistes pour que l'Afrique s'assume en terre digne, en terre fière et en terre prospère. C'est notre credo, c'est notre foi, c'est notre vocation. Ceci ayant été dit, entrons dans le vif du sujet. Un rappel historique. On nous parle de l'aide publique au développement. Qu'est-ce que c'est? Comment cela a-t-il commencé? Au début, il n'était pas question de ce groupe de mots, aide publique au développement. Au début, il est simplement question de Caisse centrale de la France libre, la CCFL. Et nous sommes là en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et la France, qui a été vaincue par l'Allemagne nazie, est occupée. Et De Gaulle a quitté la France, a fui, est en exil. Et en 1941, le général français crée la Caisse centrale de la France libre. L'objectif étant d'assurer l'émission monétaire, le trésor public et contrôler l'échange afin que le gouvernement en exil puisse s'exercer. Cette caisse devait également permettre de faire face aux différents besoins, qu'ils soient financiers ou monétaires, de la France libre et des territoires alliés. Donc c'était une offensive financière que De Gaulle mettait en place pour lutter contre les Reichskreditkassen dont je vous ai parlé lors du live sur la monnaie néo-nazie, néocoloniale qu'est le franc CFA, encore en vigueur dans nos différents États de l'espace francophone. Voilà donc l'acte 1 qui va nous amener à l'aide publique au développement bien plus tard. Et nous sommes là au siècle dernier, au XXe siècle, 1941. Deuxième acte important, 1989. L'institution financière de la Caisse centrale de la France libre deviendra la Caisse française de développement, CFD. Elle sera créée à la fin des années 80, en 1989, je l'ai dit, jusqu'en 2001, elle existera. Quel est le nouvel objectif de cette structure mise sur pied? C'est de combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les anciennes colonies françaises, et bien entendu les territoires d'outre-mer. Et ces colonies françaises, vous l'avez compris, se trouvent en Afrique. Sauf qu'ici, on élargit le champ de compétences. La Caisse française de développement entend aussi toucher d'autres zones du monde qui ne sont pas forcément francophones. Et finalement, dernier acte. Nous sommes là en 2001 et la Caisse française de développement va être érigée en agence française de développement pour l'aide
publique au développement. Agence française de développement AFD pour l'aide publique au développement APD. Les deux acronymes sont liés, histoire de bien traduire la volonté de la France, à travers son instrument AFD, de participer au développement des autres zones de la Terre grâce à l'aide publique que la France officielle voudra bien consentir. Cette agence française de développement qui a été créée en 2001 et qui remplace la Caisse française de développement est en vigueur jusqu'à nos jours. Elle existe toujours. Quel est son objectif? Il est voisin des deux premiers. Il s'agit de financer et accompagner des projets qui améliorent les conditions de vie des populations de la planète. Il est question de soutenir la croissance économique et donc de protéger la planète. Voilà désormais l'ambition de l'Agence française de développement. Alors, depuis son existence, quel est son impact dans le monde? Livrons donc quelques chiffres. Quelques chiffres peuvent être donnés. En 2020, il y a de cela 2 ans, le groupe AFD, Agence française de développement, qui est, il faut le savoir, composé de 2 entités. Une entité qui est exclusivement dédiée au secteur privé et qui a pour nom Proparco, et une autre qui, elle, évolue exclusivement dans le secteur public, et là, il s'agit d'Expertise France. Voici les 2 structures qui composent l'AFD. Eh bien, en 2020, l'AFD a engagé près de 12,1 milliards d'euros pour 996, soit environ 1000 projets, tous secteurs confondus, dans près de 115 pays de la Terre et naturellement en Outre-mer. Les pays ultramarins qui sont sous l'autorité de la République française. Aujourd'hui, en 2022, au moment où je fais cette communication politique, l'Agence française de développement gère près de 4000 projets dans le monde entier. Et pour cela, elle a besoin d'avoir des équipes qui sont basées à Paris et à Marseille, dans un réseau de près de 85 agences à travers toute la planète. Et il y a environ 3000 collaborateurs qui travaillent régulièrement, jour et nuit, pour le groupe Agence française de développement. Voilà ce qu'il convenait de savoir sur l'origine de l'aide publique au développement, qui commence en 1941, quand la France est occupée, et qui se poursuit après avoir changé de dénomination au cours du temps jusqu'à aujourd'hui. Et les chiffres donnés vous donnent l'importance de cette agence, qui couvre plus de 115 pays et qui a environ 3000 personnes à son service, réparties dans 85 agences. C'est un monstre. C'est un monstre à plusieurs tentacules. Et il convient maintenant de savoir quels sont les enjeux. Pourquoi la France a-t-elle voulu mettre en place l'aide publique au développement? Pourquoi s'appuie-t-elle sur l'Agence française de développement? Mais d'abord, rappelez les objectifs qui ont été assignés à ce concept d'aide publique au développement voulu par la France. La France, à travers l'APD, souhaite apporter une aide officielle, dont on verra les différentes formes plus tard, à l'endroit d'abord de ces anciennes colonies, ensuite des territoires ultramarins, pour leur assurer le développement dont elles ont tant besoin.
Développement sur le plan des infrastructures, la construction des routes, la construction des chemins de fer, la construction des hôpitaux, des écoles, mais également assurer l'industrialisation pour que ces peuples puissent eux-mêmes produire, réaliser des produits manufacturés qui seront vendus pour le marché local et pourquoi pas à l'exportation. Ce qui permettrait d'avoir une croissance économique avec la création des emplois et donner à ces différents employés un pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat qui permet au foyer, à la famille de vivre décemment. Voilà l'ambition noble que se donne l'aide publique au développement. Nous voyons donc que les enjeux ici sont des enjeux de développement. Il est question de sortir de la pauvreté et de se hisser au rang de nations développées, capables de s'assumer sur les différents plans. Les instruments pour le faire, je vous l'ai dit tantôt, sont d'une part la structure que l'on appelle Agence française de développement et qui s'appuie, s'agissant des pays africains, sur la monnaie nazie et néocoloniale du franc CFA. Voici les deux instruments qui vont être utilisés pour ce qui est de l'aide publique au développement en Afrique. D'une part, la monnaie, c'est-à-dire l'argent que l'on va devoir prêter, et d'autre part, la structure avec laquelle il faudra qu'on traite pour réaliser les projets, c'est-à-dire l'Agence française de développement. Quel est le protocole mis en place? C'est simple. L'Afrique qui est désargentée emprunte auprès de l'agence pour pouvoir réaliser ses projets, pour pouvoir se développer, pour pouvoir sortir de la pauvreté. Donc, elle va emprunter, elle va demander de l'argent. En retour, elle doit rembourser l'argent qui lui sera donné et qui va être comptabilisé dans la dette bilatérale entre le pays qui emprunte et la France, qui est son créancier. Il faudra rembourser la dette dans son capital, dans ses intérêts et aussi le service de la dette. Donc, nous sommes là vraiment dans des enjeux très importants qui engagent les États, qui engagent les nations, qui engagent finalement le monde. Il faudra s'interroger sur les résultats de cette aide publique au développement 60 ans après. Il est important de dire déjà à ce niveau-là un mot que nous allons développer plus tard. 60 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Et on constate un endettement, pour ne pas dire un surendettement de l'Afrique francophone. Et nous verrons plus bas quelques pays et quelques chiffres que nous avons retenus. Donc, surendettement. Et à côté, alors que nous sommes endettés pour nous développer, nous constatons un sous-développement criard, pour ne pas dire une absence réelle de développement. Il y a un paradoxe. Que nous soyons autant endettés, surendettés, et que les raisons pour lesquelles nous nous sommes endettés ne sont pas palpables, ne sont pas visibles, nous n'avons pas devant nous les résultats que doivent normalement générer un endettement qui est censé réaliser des projets d'investissement et de développement. Comment peut-on comprendre ce paradoxe? Que nous nous sommes endettés et puis nous n'avons pas réussi à développer notre pays, alors que nous disposions de l'argent. De l'argent qui a été emprunté justement à des fins de réalisation de projets d'investissement en vue d'assurer le développement de nos pays. Comment comprendre cela? C'est paradoxal, n'est-ce pas? Vous prenez un crédit pour construire une maison, un crédit foncier, que vous allez forcément rembourser avec intérêt. Et voilà que vous avez épuisé le crédit, mais la maison n'a pas été construite.
il y a un problème. Vous avez pris ce crédit pour construire la maison. Le crédit ne peut pas être épuisé et la maison ne pas être montée. Sauf si vous n'aviez pas du tout l'intention de bâtir la maison. Mais dans ce cas, pourquoi rembourser un crédit qui n'a servi à rien? Certains pays se sont endettés aussi. Et je voudrais là penser et parler des pays de l'Asie, l'Asie du Sud-Est précisément. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les colonies occidentales d'Asie ont aussi revendiqué leur indépendance. Elles ont mené des guerres de libération. Elles ont fini par avoir raison de leur oppresseur colonial qui a plié bagages et qui est rentré chez lui. Souvenons-nous de l'Indochine qui est devenue Vietnam. Souvenons-nous de la Thaïlande, de l'Indonésie. Des pays qui, à la conférence de Bandung en 1955, soit à peu près 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, présentaient un état de développement qui était sensiblement égal à ceux des pays africains, et particulièrement des pays francophones. On se souvient des Boat People, où ces peuples quittaient, fuyaient leur pays, fuyaient les dictatures. Quand nous, cette situation, on ne la connaissait pas encore. Aujourd'hui, les Boat People, c'est la traversée de la Méditerranée, n'est-ce pas? Sauf que nous le faisons là, encore en 2022, quand les Boat People n'existent plus. Mais que s'est-il passé? Comment comprendre que les colonies asiatiques d'Europe aient finalement réussi à s'en sortir mieux que nous, alors que nous avions disposé d'une aide publique au développement avec une des plus grandes puissances économiques du monde, à savoir la France, qui se situe entre le 3e rang et peut-être le 6e rang. 60 ans de coopération disposant d'une aide publique de développement avec la 5e ou 6e puissance économique mondiale. Comment expliquer que 60 ans après, nous n'arrivons pas à sortir la tête hors de l'eau, comme l'ont si bien fait nos cousines d'Asie du Sud-Est, où l'on parle de dragons de l'Asie, où on parle de tigres de l'Asie. À quand les lions d'Afrique? À quand les panthères d'Afrique? À quand? Et pourtant, nous aurions une coopération à travers l'aide publique au développement avec une puissance économique qui fait partie des 6 ou des 7e premières du monde. Il y a là aussi, voyez-vous, un paradoxe que nous allons livrer en vous donnant des informations importantes. Et vous-même, vous n'aurez qu'à tirer les conclusions qui s'imposent à tout esprit rationnel. Je vais retenir pour l'argumentaire 3 pays. Le Gabon, notre pays, le Cameroun, pays voisin, et le Congo, car ces 2 pays, l'un sous colonisation allemande et après sous tutelle française, et l'autre, comme le Gabon, qui appartenait au territoire du Congo, sous la colonisation, et qui était membre de l'Afrique équatoriale française. Je vais à chaque fois relever l'IDH, l'indice de développement humain, et le rang que le pays occupe dans cet indice. Mais d'abord, peut-être rappeler que l'indice de développement humain correspond à un indice composé qui est calculé chaque année par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, afin d'évaluer le niveau de développement des pays en se fondant non pas sur les données strictement économiques, mais également sur la qualité de vie de leurs ressortissants, afin de faire un lien entre la réalité des chiffres et la réalité que vivent les hommes et les femmes du pays. Aujourd'hui, sur la plupart des classements qui sont effectués, c'est la Norvège qui arrive en tête du peloton, avec des revenus nationaux
par habitant qui sont supérieurs à 66 000 dollars. Donc le pays de référence en matière d'IDH, c'est la Norvège. Un pays européen pétrolier, comme le Gabon. Je veux le soulever. Et qui a une population d'environ 6 millions d'habitants. C'est ce pays qui sert de référence, qui est le meilleur en termes d'IDH. Ceci étant dit, revenons à nos 3 pays africains sélectionnés. Le Gabon, le Cameroun et le Congo. Le Gabon. Selon les données du ministère de l'Économie et des Finances, l'encours de la dette publique du Gabon à fin juin 2021, l'année dernière, est estimé à 6 539,9 milliards de francs CFA, soit 4 075,5 milliards de francs CFA en dette extérieure. Voilà tout l'argent que notre pays a emprunté. Et la question qui se pose, c'est où est passé le développement conséquent? Il faut dire qu'actuellement, ce taux d'endettement que le Gabon a se situe au-dessus du seuil qui est autorisé et qui est en vigueur en zone CEMAC. Ce seuil doit être, si ma mémoire est bonne, de 45% du PIB. Là, nous sommes à 70% du PIB. C'est énorme. Nous nous endettons à près de 70% de notre produit intérieur brut et il n'y a pas de résultat en matière d'infrastructures construites. Quel est donc le problème? Le Gabon affiche un indice IDH de 0,703 et son rang se situe à la 150e position sur 189 pays dans le monde. Un regard sur le Cameroun, dont l'IDH est de 0,563 et il a un rang bien inférieur à celui du Gabon. Il est à la 188e place sur 189. Il est donc l'avant-dernier. C'est ce que disent les chiffres. La dette du Cameroun, au 30 septembre 2021, est de 11 109 milliards de francs CFA. C'est une dette en augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent, où elle était de 10 milliards 983 000 francs CFA. Donc une dette en progression. Et on dit que en 2020, elle était de 10 milliards 286 000 francs CFA. La dette camerounaise est en augmentation. Mais pour quel résultat? Avec l'IDH qui est calculé et qui nous ramène le Cameroun à une position d'avant-dernier. Autant d'argent pour se situer en avant-dernière position. Il y a un paradoxe. Il y a une contradiction principale qu'il faut lever. Finissons pour ce qui est des pays africains avec le Congo. Le Congo a un indice de développement humain de 0,608. Il a un rang en dessous du Gabon, mais au-dessus du Cameroun. Il occupe la position 176 sur 189 pays. Voilà pour ce qui est du Congo. Le Congo doit à la Chine, qui est un de ses créanciers, un de ses principaux créanciers, près de 1300 milliards de francs CFA, 2 milliards d'euros. Et d'après le gouvernement congolais, la dette globale du pays s'élève à 6016,5 milliards de francs CFA, plus de 10 milliards d'euros au 31 décembre 2020, soit 98% du PIB. C'est excessif. C'est excessif.
Et pour quel résultat sur le terrain? Là aussi, le paradoxe s'impose. À tout regard sagace, à tout regard perspicace. Un taux d'endettement aussi important. C'est vrai qu'il correspond pratiquement à la moitié de l'endettement camerounais et qui égalise un peu celui du Gabon. Mais autant d'argent emprunté sur le marché international et quasiment aucun résultat en conséquence. Pour ces trois pays, qui sont des pays de la zone du franc CFA. Maintenant, regardons nos cousines d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam, l'ancienne Indochine, ancienne colonie française. Le Vietnam a un indice IDH de 0,693. Il est situé au 15e rang sur 189. Au 15e rang. Quand nous sommes largement au-delà de 150. Le Vietnam est au 15e rang. Alors, pour vous donner une idée des chiffres, en 2000, la dette du Vietnam était de 10 milliards 634 dollars. 10 634 dollars. 10 milliards 634. Et le taux d'endettement par rapport au PIB était de 24,76%. Un taux très raisonnable. Une dette importante, c'est vrai, mais un taux raisonnable. En 2020, 20 ans plus tard, la dette a pratiquement été multipliée par 10. Puisqu'on passe de 10 milliards 634 000 à 139 milliards 391 dollars. 139 000 milliards 391 dollars. C'est important. Et le taux d'endettement par rapport au PIB est de 43,30%. Donc, manifestement, une augmentation. Mais on reste dans des taux d'endettement relativement raisonnables. Regardez le Vietnam. Vous donne-t-il l'impression d'être un pays sous-développé? Lorsque l'on sait qu'en 1945, il avait un niveau quasiment identique à celui du Gabon, à celui du Congo, à celui du Cameroun, car étant, comme ces différents pays africains, une colonie française. Ici, voyez-vous, il n'y a aucun paradoxe. Il y a de la cohérence. On s'endette et l'argent qui est pris sert à construire le pays. Et plus on construit, plus les besoins sont importants, plus on s'endette. C'est ce que disent les chiffres. Maintenant, regardons la Corée. La Corée du Sud, plutôt que la Corée du Nord. Car l'économie de la Corée du Sud est une économie libérale, donc se rapprochant du Vietnam, se rapprochant des pays africains qui se disent des pays libéraux du point de vue économique. Donc la comparaison est, de mon point de vue, plus aisée à faire. La Corée du Sud affiche un IDH de 0,916 et a un rang qui correspond à la 30e place. En 2000, la dette était de 75 727 milliards de dollars, avec un taux d'endettement relatif au PIB de 57,83%. En 2020, 20 ans plus tard, la dette est passée à 221 022 milliards de dollars. Elle a plus qu'été multipliée par 2. Elle est presque multipliée par 3. Et le taux d'endettement relatif au PIB est de 49,63%. On reste dans des taux raisonnables. Et pour quel résultat? Regardez la Corée du Sud. Samsung est né en Corée du Sud. La technologie numérique est une des fiertés
un des fleurons de cette nation prospère. Il n'y a là, comme au Vietnam, aucune contradiction. On s'endette pour construire le pays, pour bâtir la nation. Terminons sur l'Indonésie, qui a un IDH de 0,707, avec une position qui est la 146e. Sa dette extérieure totale est de 423,5 milliards de dollars en août 2021, soit 37,2% du PIB. Donc plus de la moitié, c'est-à-dire 216 milliards de dollars de dette privée extérieure. Donc l'Indonésie s'endette mais de façon raisonnable. Et connaît quand même, moins que le Vietnam, moins que la Corée du Sud, connaît quand même un développement appréciable. Qu'est-ce que nous pouvons dire en observation simple, à la lumière de ces différents chiffres, sur les 6 pays que nous avons ciblés, les 3 d'Afrique, qui sont d'Afrique francophone, et les 3 d'Asie, qui sont des anciennes colonies, et qui aujourd'hui se sont affranchis du joug colonial et mènent des politiques pour leur pays. Ce que l'on retient, c'est qu'en Asie, il y a un endettement qui, c'est vrai, s'est élevé au cours du temps, mais qui a consacré par son exécution un développement de ces pays. Un développement qui est au rendez-vous. Il y a un rendez-vous du développement au Vietnam, en Corée du Sud et en Indonésie. Il y a un rendez-vous. En Afrique, quand on fait une comparaison simple, il y a un surendettement. Je vous ai dit, le Congo est à 98% du PIB. C'est énorme. Quand le plus gros pourcentage est celui de la Corée du Sud, pour les 3 pays que j'ai cités, qui est à 49,63% du PIB. Donc l'Afrique est surendettée. Et il y a l'absence réelle de développement. On peut faire cette comparaison. Et on voit que autant il y a une cohérence dans ces 3 pays que je vous ai cités, qui avaient des situations économiques analogues à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et autant en Afrique, mais nous avons une contradiction, nous avons un paradoxe. Alors, comment comprendre ce paradoxe? Nous entrons là dans le chapitre qui va vous édifier sur les mécanismes qui sont pratiqués dans l'aide publique au développement et qui n'existent pas dans les autres systèmes d'endettement. Soyez vigilants. C'est là un des points, un des nœuds gordiens qui explique pourquoi 60 ans après, malgré tout l'argent qui a été dépensé, nos pays de la zone francophone ne connaissent pas le développement attendu. Pourtant, nous avons un potentiel énorme, bien au-dessus des 3 pays asiatiques que j'ai nommés tantôt. Bien au-dessus. Alors, regardons de près ces principes et ces mécanismes de fonctionnement. Comment cela se passe? À cause de la réalité de cette monnaie du franc CFA, qui est une monnaie néocoloniale et néo-nazie, monnaie d'origine française, que nous utilisons, à cause de ce paradigme-là, les pays africains pseudo-indépendants qui vendent sur le marché international, sur la place mondiale, leurs matières premières, les vendent en devises étrangères. Je reviendrai en détail quand je vais donner l'exemple du Gabon. Retenez pour l'heure
que lorsque nous vendons nos matières premières, car pour l'instant l'Afrique vend surtout ses matières premières, quelques pays commencent à vendre des produits manufacturés dès l'instant où ils commencent à être industrialisés. Mais dans sa grande majorité, les pays de l'Afrique francophone vendent surtout leurs matières premières, que ce soit le pétrole pour le Congo, le Gabon, le Tchad, que ce soit le cacao pour la Côte d'Ivoire, que ce soit l'or pour le Mali. Ces pays vendent sur la place internationale leurs matières premières et reçoivent les devises étrangères en retour. Ensuite, ces devises doivent être déposées de manière intégrale dans le trésor public français. Donc tout l'argent qui va être obtenu grâce à la vente de nos matières premières sur le marché mondial, tout cet argent doit être déposé à cause du système du franc CFA dans le compte du trésor public français. Le pétrole du Gabon, lorsqu'il est vendu, les dollars que nous obtenons se retrouvent à Paris. Le pétrole du Congo, les dollars sont à Paris. Le cacao de la Côte d'Ivoire, les dollars sont à Paris. Le pétrole du Tchad, à Paris. L'or du Mali, à Paris. Donc nous déposons tout à Paris. Nous déposons tout ce que nous avons vendu sur la place mondiale à Paris. Que ce soit en dollars, qui est la monnaie la plus usitée, que ce soit en euros, que ce soit en yuan, que ce soit en roubles. Toutes ces différentes devises étrangères sont déposées sur le compte d'opération à Paris. C'est ainsi que nous allons constituer nos réserves de change. C'est grâce à cet argent-là que nous allons pouvoir commercer avec le monde entier, en passant naturellement par Paris. Et que faisait la France pour justifier cette convertibilité qu'il fallait assurer entre le franc CFA qu'elle produit pour nous et les biens matériels dans le monde qui sont achetés ou vendus en devises étrangères? Eh bien, la France s'accordait 90% de ses réserves et elle concédait 10% aux pays africains. À l'issue des discussions, certains pays ont pu arriver à obtenir 45% et non pas les 10% des départs. Donc la France garde toujours la majorité, finalement, des réserves de change. C'est elle qui les détient et c'est avec ça qu'elle peut assurer la convertibilité de la monnaie du franc CFA avec l'euro et ensuite avec les autres monnaies, les autres devises étrangères. Donc, dès l'instant où nous avons les 45% et que la France garde les 55%, ces 45% vont être 45% en dollars des réserves de change vont être convertis en francs CFA. La France va donc donner ordre de battre monnaie, d'émettre de la monnaie à une valeur de 45% des réserves pour que cette monnaie puisse être acheminée à la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest ou à la Banque des États d'Afrique centrale. C'est selon. Donc nous aurons sur les 100% de devises déposées sur le trésor français, nous aurons 45% qui vont être convertis en francs CFA, battus par la Banque centrale de France, à Chamalières, et le montant en francs CFA, en milliards de francs CFA, sera transféré dans le compte du pays, dans la Banque des États d'Afrique centrale ou la Banque des États d'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc laissé 55% de nos devises en France. C'est ce qu'il faut retenir. Donc nous n'avons pas toutes les réserves, les devises étrangères que nous avons obtenues ne sont pas toutes converties en francs CFA et expédiées dans les banques centrales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Non. Nous avons pour certains 45%.
D'autres ont des pourcentages soit plus petits, soit plus grands. J'ignore le pourcentage du Gabon. Mais il faut dire que c'est des chiffres qui ne sont pas communiqués de manière très officielle. Alors que cela se devrait. Donc cette monnaie du franc CFA, qui est battue par la France, émise par la France, est transférée donc à la BEAC ou à la BCAO. Elle n'est naturellement pas utilisée en France, n'est-ce pas? La France pourtant, qui est là-bas, qui l'a créée, n'utilise pas cette monnaie. On peut même la considérer comme une monnaie de singe, si on veut être un peu méprisant. Donc nous utilisons une monnaie de singe. Est-ce à dire que nous sommes des singes? Pour utiliser une monnaie de singe, c'est certainement l'opinion que les Français se font des Africains, qui continuent à accepter d'utiliser une monnaie qui n'a aucune valeur en France, alors que c'est la France pourtant qui la bat. Tout en sachant que désormais, le franc CFA d'Afrique centrale n'est pas utilisé en Afrique de l'Ouest et vice-versa. Nous allons continuer comme ça? Va-t-on continuer comme ça? Non. Nous devons absolument changer de paradigme. Ça devient urgent, ça devient important. Tout à l'heure, j'ai été très général. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre des Gabonais qui me suivent et même des Africains qui sont concernés par cette thématique-là. Car la France a réfléchi pour l'ensemble de sa zone d'influence. Donc ce qui est vrai pour le Gabon l'est vrai aussi pour le Cameroun, l'est vrai aussi pour la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Alors prenons notre pays, le Gabon, dont la ressource principale est le pétrole. Le pétrole constitue, pour la majorité, a constitué le budget de la République qui permet de faire vivre l'État, qui assure les charges, les différentes charges régaliennes, à travers les recettes qu'il a, et qui viennent soit de la dette, soit des recettes des impôts. Le pétrole du Gabon est vendu sur la place mondiale par les sociétés qui exploitent le pétrole, sociétés qui sont des sociétés généralement occidentales ou asiatiques ou américaines. Et nous, la société emblématique, c'est Total, ex-Elf Aquitaine. Ce que j'ai pu apprendre, c'est que dans les conventions, le pays producteur ne va bénéficier que de 13% de ce qui sera vendu. Donc son pétrole est vendu sur la place mondiale, mais lui ne va recevoir que 13%. Ça veut dire que les 87 autres pourcents sont distribués entre la société pétrolière qui vend le pétrole et les différents intermédiaires. Nous avons donc la part congrue. Quand ceux qui exploitent, ceux qui produisent et qui font les différentes démarches internationales s'accordent la part du lion. 13% seulement. Voilà ce que nous avons. Quand notre pétrole est vendu sur la place mondiale, nous ne récoltons que 13% de la vente globale. C'est quand même ridicule. Mais c'est ainsi. Ce sont les pétroliers qui font les lois et qui les imposent aux États. Car ils estiment qu'ils ont fait l'investissement, ils ont pris des risques, ils doivent donc pouvoir capitaliser sur le risque qu'ils ont pris. Ce qui se comprend. Mais ces pourcentages sont trop petits pour les États qui sont quand même les détenteurs de la matière première. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est convenu. Et aucun État faible ne peut mettre ça en cause. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ces sociétés pétrolières, nous n'avons, nous les pays, aucun contrôle sur la production. Le Gabon ne dispose pas d'une structure qui peut s'assurer que les chiffres qui sont donnés par Total sur la production de barils de pétrole sont les bons chiffres. Aujourd'hui, nous nous en tenons à la bonne foi des déclarations. Mais si ces déclarations sont mensongères, comme on peut forcément le penser, alors, qu'est-ce que nous avons comme perte? Car, au lieu de déclarer une production de 100 000 barils, la société peut déclarer que c'est plutôt 50 000, la moitié. Nous n'avons aucun moyen de contrôle. Nous nous fions à sa déclaration. Et donc sur le marché, elle va dire qu'elle a vendu 50 000. Or, il y a 50 000 autres qu'elle n'a pas déclaré. Vous voyez tout l'argent qu'elle se fait?
Mais c'est juste une remarque au passage. Poursuivons d'abord sur l'exemple du Gabon. Donc, Total vend sur le marché mondial le pétrole du Gabon et nous réussissons à avoir, allez, disons, donnons un chiffre simple, 1000 dollars. Nous avons pu vendre le pétrole pour une valeur de 1000 dollars. Que fait donc la société Total? Elle dépose pour le compte du Gabon ces 1000 dollars en intégralité au Trésor public français. C'est ce qu'elle fait. Elle dépose les 1000 dollars. Elle peut aussi déposer moins, mais elle va déposer 1000 dollars au Trésor public français, dans le compte d'opération, au titre du Gabon. Supposons par exemple que le Gabon va percevoir 35%, quand la France gardera les 65% autres. Nous aurons donc pour le Gabon 350 dollars et la France gardera les devises étrangères, les réserves de change, d'une valeur de 650 dollars. Donc la France a beaucoup plus d'argent que nous. A beaucoup plus d'argent que nous. Elle qui n'a vendu aucune goutte de pétrole se retrouve avec 650 dollars. Parce qu'elle doit convertir cet argent pour permettre donc au Gabon d'acheter des produits sur le marché mondial avec les devises étrangères. Car le franc CFA ne permet pas d'acheter une Porsche Cayenne. La Porsche Cayenne s'achète en euros, puisqu'elle est construite en Allemagne. Donc on va passer du franc CFA à l'euro, ça se fait en France, et de l'euro, vous achetez votre Porsche Cayenne. C'est ainsi. Et pour pouvoir faire cela, la France doit garder 65% de l'argent que nous avons déposé. Et nous n'avons que 350 qui sont convertis en francs CFA et déposés à la BEAC. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que quand le Gabon dépose 1000 dollars en France, cette dernière lui rétrocède 350 dollars et elle-même, elle garde 650 dollars. Est-ce normal? Si demain nous avons notre propre monnaie, nous allons rapatrier les 1000 dollars. Et nous allons nous-mêmes battre monnaie. Nous verrons les inconvénients de piloter notre monnaie, et nous verrons aussi les avantages. Encore faut-il qu'on ait le courage de franchir le pas. La nouvelle génération est prête à le faire. Il faut que l'enfance l'entende. C'est la raison pour laquelle nous regardons avec beaucoup d'attention ce qui pourra se faire bientôt au Mali, à cause des sanctions, où les gels bancaires sur les comptes du Mali ont été opérés. Et nous regardons aussi de près ce qui se passera au Centrafrique. Au Centrafrique. Vont-ils franchir le pas d'une création de monnaie nationale pour sortir du joug monétaire du franc CFA? Nous ne pouvons que recommander au président Faustin Archange Touadéra de prendre son courage à deux mains et de risquer l'aventure. Il a l'intelligence de s'en sortir, car son pays dispose de moyens, de ressources, et il a des partenaires qui ont déjà une pratique de la gestion de monnaie locale. Je pense à l'Angola, je pense au Rwanda, et naturellement, je pense à la Russie de Vladimir Poutine. Donc, j'en étais au dépôt des ventes de pétrole gabonais sur le compte du Trésor public français. À la partie qui va nous revenir et à celle qui reviendra à la France, en sachant que la France, là, a le plus gros de la part. Quand maintenant, le Gabon souhaite emprunter de l'argent à la France, que se passe-t-il? Mais le Gabon fait une demande de prêt. Il fait une demande de prêt. Ou tout autre pays africain qui appartient à la zone du franc CFA fait une demande de prêt. Il y a donc une convention qui va être contractée entre l'Agence française de développement en charge de ces questions, dans le cadre de l'aide publique au développement,
avec l'État qui souhaite emprunter à la France. Et lorsque le contrat a été signé, lorsque la convention a été ratifiée par les deux États, le Trésor public français alimente donc le compte de l'Agence française de développement avec l'argent africain. 650 $. C'est dans ces 650 $ que la France va prendre, va puiser, va donner à l'AFD et l'AFD va nous prêter cet argent. L'AFD va prêter à l'État gabonais. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Nous sommes attaqués. Le live a failli être arrêté. Vous n'êtes pas très nombreux. Partagez la vidéo. Je suis en train de livrer des informations capitales. Je vous ai dit au début qu'ils m'ont coupé le Wi-Fi. Je n'ai pas accès à mon Wi-Fi personnel. J'ai dû trouver une stratégie de substitution. Donc maintenant que je suis en train de livrer des informations très importantes sur la manière dont l'Agence française de développement traite avec les Africains dans le cadre de l'aide publique au développement, voyez, je suis attaqué. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Sinon, je n'irai pas jusqu'au bout d'un discours qui n'a pas l'habitude d'être tenu par les Gabonais, par les Africains. Et croyez-moi, j'ai pris le temps d'aller me renseigner. Je ne dis rien là au hasard. Ces éléments se retrouvent sur la bibliothèque internationale de Google. Pour peu que vous ayez les clés de recherche, eh bien, vous accédez aux mêmes informations que moi. Il se trouve juste que l'argumentaire, la cohésion, la cohérence que nous donnons à notre propos est le fruit de notre travail intellectuel. Mais les données ne proviennent pas de nous. Le paradoxe que j'ai montré ne provient pas de nous. La cohérence qui existe pour les pays asiatiques ne vient pas de nous. Donc, il ne plaît pas aux agents africains qui ont voulu m'empêcher de parler aujourd'hui, car ils m'ont coupé le Wi-Fi. Il ne leur plaît pas que nous disions ces choses-là. Vous êtes concernés par ces questions. De grâce, aimez la vidéo, partagez-la, afin que je puisse aller jusqu'au bout. J'en étais au décaissement. Ça ne peut pas plaire à la France-Afrique qu'on expose ces méthodes mafieuses, car c'est de ça dont il est question en réalité. Le Gabon dépose 1000 $ en intégralité sur le compte public français. Ces 1000 $ viennent de la vente du pétrole. Le Gabon a plusieurs autres richesses. Je ne parle que du pétrole. Que fait la France? Elle prend 650 $ et elle nous donne 350 $ convertis en francs CFA qui sont après transférés à la BEAC pour le compte du Gabon. Voilà ce que fait la France. Et elle garde 650 $. Et quand maintenant nous avons besoin d'un prêt, nous devons emprunter auprès de la France, elle nous dirige vers l'AFD. Et quand le contrat est signé avec l'AFD, le Trésor public envoie dans le compte de l'AFD qui va nous prêter cet argent. Cet argent sortira des 650 $ que nous avons déposés dans le compte public français. Est-ce que c'est normal qu'on nous prête notre propre argent? La France nous a-t-elle déjà donné l'historique de la gestion de ce compte d'opération? Obiangema Bazor avait posé la question lorsqu'il était question d'une seconde évaluation. Oui, nous voulons bien d'évaluation, mais la France peut-elle nous dire comment le compte d'opération a été géré? Ces informations restent confidentielles. C'est pourtant de l'argent public. Pourquoi il y a tant de mystères? Pourquoi on n'a jamais des informations sur les différents mouvements de ce compte? Pourquoi on ne les a jamais? Pourquoi ce n'est jamais sur le net? Pourquoi on cache cela? C'est l'argent public. Cet argent appartient à tous les Gabonais. On doit savoir comment la France gère justement ses réserves de change. Nous prétendons que sur les 1000 $ que nous déposons en intégralité, la France prend 650 pour assurer donc, comme elle dit, les réserves de change, la convertibilité, et nous obtenons les 350 $ dans notre compte en francs CFA à la BEAC.
Et quand maintenant le Gabon veut emprunter auprès de la France, eh bien, il traite avec l'Agence française de développement. Et quand le contrat est signé, le Trésor public français prend dans l'argent du Gabon. Et l'on donne cet argent du Gabon à l'État gabonais via l'AFD, comme un prêt. Comme un prêt. Notre propre argent nous est prêté. Et nous allons rembourser cet argent, capital, intérêt et service de la dette. Il faut reprendre cette explication pour que cela soit bien compris dans la tête des uns et des autres. C'est important. Continuez à partager la vidéo et continuez à l'aimer. Nous sommes menacés. Nous avons eu une tentative de signalement qui a failli interrompre la vidéo. Vous n'êtes que 18 à suivre en direct. C'est des choses pourtant très importantes que je suis en train de dire là. Et vous n'aurez pas l'occasion d'entendre beaucoup d'Africains, beaucoup de Gabonais prendre la parole sur des sujets qui sont souvent tabous. Mais pourtant, je suis en train de le faire. Et vous n'êtes que 18. Il faut être plus nombreux que cela. Partagez la vidéo, aimez-la pour la protéger. Je reviens sur la manière dont la dette est contractée. Acte 1. L'AFD met à disposition les fonds aux pays africains, selon les termes de la convention qui a été signée entre l'État et l'AFD. Dans cette convention, il est clair que le montant global figure, le montant emprunté. Il est clair que le remboursement, le taux d'intérêt également figure, le remboursement. Et on doit certainement s'accorder sur un échéancier, un remboursement de la dette. Voilà pour l'acte 1. Acte 2. Cet argent est maintenant à la disposition des Africains, à disposition de l'État gabonais. Mais que se passe-t-il? Comme il est question de développement, donc de construction peut-être d'infrastructures ou de bâtiments, c'est l'AFD qui va définir le cahier des charges des différents projets et des différents appels d'offres internationaux. C'est elle qui va définir les termes de référence. Et naturellement, ces termes de référence vont faire la part belle aux multinationales françaises. Voyez-vous? Donc, on nous prête notre propre argent. C'est l'AFD qui le fait. Et c'est aussi elle qui définit le cahier des charges pour ce qui est des projets et donc les termes de référence des appels d'offres internationaux qui naturellement feront la part belle aux multinationales françaises car nous n'avons pas d'entreprise suffisamment cotée, suffisamment forte pour pouvoir réaliser certains ouvrages. Donc, ce sont les multinationales françaises qui viendront et qui vont, pour la plupart, être les sociétés adjudicataires, celles qui vont donc récupérer le marché. Et si elles récupèrent le marché, elles vont recevoir le paiement de l'État gabonais. Donc, l'argent que nous avons reçu en prêt, de la part de la France, cet argent, dans le cadre des appels d'offres internationaux, va repartir dans les caisses des multinationales françaises. Car, vous le savez certainement, la France, l'AFD, a posé son certificat ou visa de non-opposition dans le cadre de l'octroi des marchés. Donc, si la France n'est pas d'accord avec un marché accordé à une société qui ne soit pas française, elle peut mettre son opposition. Partagez la vidéo. Nous sommes montés à 25. Ce que je dis, mes frères africains, mes sœurs africaines, ce que je suis en train de dire est très important. Vous n'aurez pas beaucoup de Gabonais, vous n'aurez pas beaucoup d'Africains capables, avec courage, de vous expliquer cela. Ils ont souvent peur pour leur vie, ils ont peur pour leur position sociale, ils ont peur pour leurs intérêts. Ils savent cela. Ils travaillent même avec la France, mais ils n'auront jamais le courage de parler comme je parle en ce moment. Je dis des choses qui sont vraies. D'où les attaques
que nous sommes en train de recevoir pour interrompre ce live. Nous sommes signalés. Et nous venons d'échapper à une deuxième tentative d'interruption du live. Donc, de grâce, nous sommes à 25, ce n'est pas assez. Essayons de monter à 50 et faites en sorte que le maximum de personnes connectées partagent la vidéo après l'avoir aimée pour la protéger. J'en étais au jeu de l'AFD qui nous prête notre propre argent et qui définit le cahier des charges, qui définit les termes de référence des appels d'offres internationaux et qui a le visa ou le certificat de non-opposition à l'octroi du marché. Et quand les entreprises que l'Agence française de développement voit d'un bon œil ont le marché, alors elle ne donne pas son visa d'opposition. Mais si elle n'est pas d'accord avec l'identité de la société qui a eu le marché international, elle met son visa. Elle a donc le contrôle sur l'orientation des crédits qui seront effectués. Il faut continuer à vous expliquer ces choses. C'est très important. Quand vous avez compris le processus de la contraction de dette, vous réalisez pourquoi cette dette ne s'est pas conclue par des résultats sur le terrain. Mais là, j'anticipe. Je veux continuer sur l'acte 4. L'acte 1, mis à disposition des crédits par l'AFD, des crédits africains qui sont au compte public français, que l'on prête encore à l'État africain. Donc, on nous prête notre propre argent. Ensuite, définition de l'AFD, du cahier des charges, pour que cet argent-là ne parte pas en Russie, ne parte pas au Brésil, mais revienne en France grâce aux multinationales françaises dont les termes de référence des appels d'offres feront la part belle. Ça, c'est l'acte 3, le certificat de non-opposition que l'Agence française de développement a sur l'argent que doit débloquer le pays à l'endroit de la société qui aurait eu le marché, la société adjudicataire. 4. Cet argent prêté aux pays africains, qu'est-ce qui se passe? Il repart en France, dans les comptes des multinationales. Ou alors, une partie est subtilisée par la corruption endémique de l'élite dirigeante africaine qui est impliquée dans le processus. Une élite souvent incompétente, apatriotique et cynique, qui n'en a, pardonnez-moi l'expression, rien à faire du développement, du moment qu'elle prend sa part avec la complicité de la France. Donc, qu'est-ce que l'on constate au final? Lorsque ces 4 éléments du processus de la contraction de la dette sont exécutés, ce que l'on constate, c'est que l'emprunt est effectivement réalisé officiellement, acté souvent par une loi de finances. L'argent sera détourné, une partie sera reversée aux entreprises françaises qui ont été sélectionnées par la bonne volonté de l'AFD, et une autre sera détournée et ira dans les poches de quelques véreux fonctionnaires gabonais qui ont accepté de jouer le jeu. Et comme cet argent n'aura pas servi à développer ce pourquoi il a été emprunté, vous n'aurez aucun travaux réalisés sur le terrain. Vous n'en aurez aucun. Et s'il n'y a pas de travail réalisé, eh bien, vous n'avez pas de développement. Voilà le schéma. L'argent du Gabon est prêté au Gabon à l'AFD. Et quand l'AFD prête l'argent au Gabon, dans le cadre d'une convention qui est signée, cet argent appartient maintenant aux Gabonais. Mais pourtant, c'est encore l'AFD qui définit, dans le cahier des charges, la nature des projets. Ce projet, vous le faites, celui-là, vous ne le faites pas. Et quand un projet a été arrêté, eh bien, on définit maintenant les termes de référence de l'appel d'offres international qui va permettre donc d'obtenir les sociétés adjudicataires. Et là encore, l'Agence française de développement met son certificat de non-opposition. C'est donc elle qui oriente les crédits. C'est elle qui dit où l'argent devra aller. Et naturellement, elle va privilégier les multinationales françaises
car cet argent va repartir en France. Donc il n'a fait qu'un petit détour. Mais ce petit détour va se concrétiser par une dette réelle qu'il faudra pourtant rembourser. Oui, il faudra pourtant rembourser cette dette, même s'il n'y a eu aucun travail réalisé. Cette dette dont je vous ai donné le montant, qui est de près de 4075 milliards de dollars. Non, milliards de francs CFA, pardon. 4075 milliards de francs CFA, dette extérieure, dans la dette bilatérale. Donc voilà le jeu. Mais ces travaux, lorsque la convention est signée, doivent être réalisés. Lorsque nous disons qu'il n'y a eu aucun travail, nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien. Puisque l'argent qui est sorti des caisses de l'État et qu'il faudra rembourser n'a pas permis justement la réalisation des travaux. Deux exemples que je vais citer maintenant pour donner du crédit à mon propos, donner du crédit à cette critique que nous sommes en train de formuler contre l'AFD. Deux exemples seulement. Le premier porte sur le projet d'appui au plan national de développement sanitaire dans sa phase 2. Et le second porte sur le projet d'investissement dans le secteur éducatif. En acronyme PIS. Commençons par le premier projet. Le projet d'appui au plan national de développement sanitaire. Soit un montant de 50 millions d'euros, c'est-à-dire 33 milliards de francs CFA qui a été investi. De ce que dit la Convention. L'État gabonais a emprunté auprès de l'AFD 33 milliards de francs CFA. Nous sommes là en 2016. L'objectif de ce projet, c'est la réhabilitation et l'équipement de 27 centres de santé dans 4 provinces de l'intérieur du Gabon, accompagné d'actions de renforcement de capacité et de formation du personnel médical. Le bassin de population intéressée est fort de 551 000 personnes. 551 personnes, pardon. Voilà le projet. Question. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que cela a été réalisé? Est-ce que les populations de ces différentes provinces ont l'impression que leur qualité de santé, ou du moins qualité de soins, grâce à ces différentes infrastructures, a été relevée? Ont-ils l'impression vraiment que l'argent a été investi pour réhabiliter ces équipements de santé afin que ces populations puissent mieux se soigner? Ce serait intéressant de faire justement une sorte d'état des lieux pour voir si ce qui a été annoncé, l'argent qui a été dégagé, a effectivement été utilisé. Nous n'avons pas cette impression. Nous qui de temps en temps repartons en province, puisque la plupart des personnes doivent toujours faire des transferts sur Libreville pour se faire soigner. Donc il y a de fortes chances que cet argent, près de 33 milliards de francs CFA, n'ait pas vraiment été investi dans la réhabilitation et l'équipement de 27 centres de santé. Voilà pour le premier projet. Des enquêtes doivent être faites. C'est déjà pas simplement de le dire. Il faudra faire des enquêtes, des audits, pour avoir une idée très précise des acteurs et des sommes d'argent qui ont été dégagées et du résultat qui n'a pas été fourni ou peut-être qui a été mal fourni. Partagez la vidéo. De grâce. Aimez-la. Nous risquons encore de faire l'objet d'attaques. Partagez la vidéo. Aimez-la. Nous pouvons encore être attaqués. Nous ne sommes que 25 en direct. Et c'est bien peu au regard de l'importance de ce qui est en train d'être dit. Donc vous qui êtes connectés, vous qui êtes déjà 25, essayez chacun de partager à nouveau la vidéo pour que nous montions à 50. De sorte qu'en direct, ceux qui peuvent suivre la vidéo posent des questions, mettent des commentaires pertinents. Je prendrai soin de relire ces commentaires. Et si certains sont vraiment d'une pertinence, je suis disposé à en faire un live
une thématique particulière. Donc, partagez la vidéo, aimez-la, protégez-la. Le deuxième projet que je vais maintenant soulever, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une polémique en 2019, est le projet d'investissement dans le secteur éducatif. Marcel Ibama qui me suit, Jean-Jérémy Yama qui sont dans le secteur de l'éducation, en savent quelque chose. Ce projet a donné naissance à une convention entre l'État et l'AFD, convention dont le montant est de 154 millions d'euros, soit 101 milliards de francs CFA, que le Gabon a emprunté à la France pour investir dans le secteur éducatif. Quel était l'objectif de cette convention? Il était question de construire et équiper 9 collèges et 8 écoles primaires à Libreville et à Port-Gentil, soit environ 500 classes supplémentaires. La population concernée représentait 25 000 élèves. Je pose la question aux Gabonais qui nous suivent. Avez-vous une idée de ces 9 collèges? Si ces 9 collèges ont été baptisés, quels sont les noms qui ont été donnés aux 9 collèges qui ont été construits et qui ont été équipés? Quelles sont les 8 écoles primaires qui ont été construites et qui ont été équipées? 9 collèges et 8 écoles primaires devaient être construits. Et on parle d'une population de 25 000 élèves. Si vous avez les noms de ces collèges à Libreville et à Port-Gentil, de grâce, écrivez-les en commentaire. Si vous avez les noms de ces écoles primaires à Libreville et à Port-Gentil, je vous en supplie, mettez les noms. Que l'on puisse constater qu'effectivement, 101 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État gabonais et que cet argent a servi à construire 9 collèges et 8 écoles primaires pour une population de 25 000 élèves. Quand on regarde les actions des syndicats qui chaque année disent que les conditions de travail ne sont pas idoines pour que les différents enseignants fassent bien leur travail, nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu la construction de 9 collèges. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu la construction d'une école primaire, puisque ce sont des problèmes récurrents chaque année. Dès l'instant où on construit un collège, on construit une école, on règle déjà un problème. Or, chaque année, comme vous le savez, nous démarrons l'année scolaire avec toujours des grèves. C'est vrai qu'ils ont les revendications salariales ou les primes que les personnes n'ont pas touchées dans le cadre des examens, mais c'est aussi les conditions de travail. On ne veut pas continuer à avoir 200 élèves de classe de CP1. 200 élèves, vous imaginez? Comment le maître de classe fait pour s'en sortir? Avec 200 élèves qui font du bruit. 200 élèves dont les copies doivent être corrigées dans les temps et les délais impartis. Non. Il nous faut avoir plus d'écoles pour réduire le nombre d'élèves par classe. Et ces écoles sont construites avec l'argent qui a été emprunté. Or, nous sommes formels. Nous ne connaissons pas le nom des 9 collèges qui ont été construits à Libreville et à Port-Gentil. Nous ne connaissons pas non plus les identités de personnalités qui ont été choisies pour les écoles primaires. J'étais déjà en train de faire un bilan. Et nous entrons là, nous allons vers la fin de ce live. Un bilan, lorsqu'on le fait, c'est sur la base des objectifs initiaux qu'on s'était fixés. Vous décidez de vous marier à la fin de l'année 2022, c'est l'unique objectif que vous avez. Si vous n'êtes pas marié en 2022, quelles que soient les raisons, vous avez un bilan négatif, car vous n'avez pas atteint votre but. C'est aussi simple que ça. Si l'aide publique au développement consiste dans ses missions fondamentales
à mettre en œuvre en Afrique francophone et dans les territoires d'outre-mer une politique de développement afin de lutter contre la pauvreté et favoriser le développement durable, si c'est cela les missions fondamentales, il apparaît clairement, après plus de 20 ans d'exercice, que le bilan, il faut le dire, est plutôt catastrophique en Afrique francophone. Une Afrique francophone qui enregistre, rappelons-le, les pays les plus pauvres de la planète. Selon les rapports annuels de la Banque mondiale qui sont présentés et édités chaque année, nous avons une aide publique au développement avec la 5e ou 6e puissance économique mondiale. Nous avons une agence qui est là pour mener à bien cette politique d'aide au développement. Nous avons des montants qui sont mis en jeu, des conventions qui sont contractées entre les différentes parties. Et plus de 30 ans après, nous avons l'impression que nos pays sont les plus pauvres de la planète. Sauf à penser que les Africains sont ontologiquement niais, ontologiquement stupides, ontologiquement bêtes et rétifs à toute forme de développement, sauf à le penser, on ne peut pas comprendre que l'argent est débloqué pour développer l'Afrique et cet argent va être remboursé et pour autant, rien n'a été construit. Rien de ce qui était prévu n'a été réalisé. C'est ce paradoxe que nous constatons. J'ai devant moi un tableau. Car, je vous ai dit, nos lives sont documentés. Nous prenons le temps d'aller chercher nos informations. Et nous les prenons dans des sources fiables. Ça, c'est un tableau de la Banque mondiale. Il donne les 10 premiers pays les plus riches d'Afrique. Le Nigeria arrive en tête. Et sur le plan mondial, il est en 26e position. Puis vient l'Afrique du Sud, qui est en 2e position sur le plan africain et qui est en 37e position sur le plan mondial. En 3e position vient l'Égypte, qui est 40e sur le plan mondial. En 4e position vient l'Algérie, qui est 55e sur le plan mondial. En 5e position vient le Maroc, qui est 58e sur le plan mondial. En 6e position, l'Éthiopie, qui est 64e sur le plan mondial. En 7e position, le Kenya, qui est 65e sur le plan mondial. En 8e position, l'Angola, qui est 66e sur le plan mondial. En 9e position, le Ghana, qui est 74e sur le plan mondial. Et enfin, en 10e position, la Tanzanie, qui est 76e sur le plan mondial. Sur ces 10 pays, il n'y a aucun pays de l'espace francophone de la zone franc CFA. Aucun. Si l'argent qui nous est donné est détourné de quelque manière que ce soit, il est clair que vous n'aurez pas de développement. Et vous ne pourrez pas vous situer dans le peloton des têtes. C'est évident. Donc, il y a une cohérence dans l'esprit de ceux qui nous prêtent de l'argent. Il y a une cohérence. C'est celle de ne pas voir de développement en Afrique. Et donc de nous garder toujours en situation de dépendance. De sorte qu'elle peut toujours, la France, accéder à nos matières premières à vil prix. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a aucun développement chez nous, mais il y a néanmoins une dette contractée qu'il faut rembourser. Et nous passons donc tout notre temps à rembourser une dette qui pourtant n'a rien apporté du point de vue des objectifs qui avaient été assignés lorsqu'on a contracté cette dette avec l'Agence française de développement. Nous avons parlé des pays les plus riches d'Afrique. Et sur les 10 qui ont été énoncés, il n'y a aucun pays de l'espace francophone. Partagez cette vidéo et aimez-la.
Nous sommes pour la 4e fois victimes d'une tentative de signalement et donc d'interruption. Donc, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, faites-le parce que nous sommes attaqués. Il n'y a que 25 personnes en ligne. Ce n'est pas suffisant. Nous parlons là de la situation de notre pays. Pourquoi le Gabon, qui est excessivement riche par ses matières premières, le pétrole, l'uranium, le bois, le manganèse, la bauxite, pourquoi ce Gabon n'arrive pas à être un pays développé, n'arrive pas à être un émirat comme le Qatar ou comme le Bahreïn? Pourquoi? Je rejette d'abord l'appel et je reviens vers vous. Oui, ceux qui m'appellent ne savent pas que je suis en live, c'est normal. Voilà pourquoi je vais rejeter. Et ensuite, quand j'aurai terminé ce live, cette communication politique, je vais le rappeler par politesse, car ce qu'il va me dire est peut-être très important. J'étais donc aux pays les plus riches, et dans le peloton de tête, il n'y a aucun pays d'espace francophone. J'ai donné un rapport de la Banque mondiale pour l'année 2021, donc l'année dernière, très récent. Maintenant, intéressons-nous aux 25 pays les plus pauvres du monde. Et là, nous sommes en 2019. Et qui sont situés sur le continent africain et dans les autres continents. Mais il faut dire que pour le continent africain, tous ces pays affichent un PIB par habitant qui est inférieur à 1000 $. Je vous ai dit que la Norvège est à 66 000 $ de revenus par tête d'habitant. Ici, nous parlons d'un PIB qui est inférieur à 1000 $ par tête d'habitant. Quelle est donc la liste de ces pays? Je vais vous les citer. En commençant par les pays francophones. Vous avez les pays francophones qui ont été des anciennes colonies françaises. 1. La République centrafricaine, avec un PIB de 441 par tête d'habitant. 441 $. 2. Deuxième pays, vous avez Madagascar, avec un PIB plus important déjà de 471. 3. Vous avez le Niger, avec un PIB de 488 par habitant. 3 pays de l'espace francophone qui sont dans le peloton de tête des pays les plus pauvres du monde. Vous avez le Togo, avec un PIB par tête d'habitant qui est de 682 $. Vous avez après le Togo, le Burkina Faso, du capitaine Thomas Sankara, avec un PIB par tête d'habitant qui est de 744 $. Vous avez en 5e position, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6e position, pardon, vous avez les Comores, avec un PIB par tête d'habitant qui est de 833. Et en 7e position, vous avez le Tchad, avec un PIB par tête d'habitant qui est de 888 $. Et puis, les 2 bons derniers, on s'en doutait, la Guinée-Conakry de Ahmed Sékou Touré avec 926 $ par tête d'habitant, et le Mali d'Assimi Goïta, de Modibo Keïta, qui est à 934 $ par tête d'habitant. Donc voilà. Lorsque l'on cherche les pays les plus riches, eh bien, on nous trouve dans le peloton de tête aucun pays de l'espace francophone de la zone CEMAC. Et lorsqu'on s'intéresse aux pays les plus pauvres, là, nous avons finalement le gros des troupes. Car sur les 25 pays les plus pauvres, il y a 12 pays francophones qui sont tous des anciennes colonies françaises. Sur les 25 pays, nous avons 12 pays francophones, la moitié. La moitié. Donc, comme vous le voyez, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce n'est ni de la médisance, ni un sentiment anti-français pour faire du France-bashing. Non, nous faisons de la France-Afrique bashing. Nous montrons que les instruments de la France-Afrique ne permettent pas à nos pays de se développer. Tout a été mis en place pour que rien de grand ne se fasse.
Maintenant, je vais conclure ce direct. Je me suis posé la question, comme vous, de savoir si l'aide publique au développement était une arnaque grossière française en Afrique francophone. C'est la question que je me suis posée. Et pour y répondre, j'ai essayé de voir d'abord de façon historique comment cette aide publique au développement est arrivée au monde. Et j'ai essayé de voir ses mécanismes, j'ai essayé de voir ses actions sur le terrain, et j'ai fait des comparaisons avec des pays d'autres zones, qu'ils soient d'Afrique, des pays anglophones, lusophones, ou qu'ils soient d'Asie. Et on a vu très clairement que ces pays qui ne sont pas forcément membres de la zone franc CFA et donc qui sont très dépendants de l'Agence française de développement, on a vu que ces pays ont une cohérence dans leur endettement et dans leur développement. Et pour ce qui est des pays africains d'espace francophone, de la zone CEMAC, de la zone CFA, pardon, nous constatons à regret qu'il y a une contradiction, un paradoxe entre un surendettement, nous sommes très endettés, il faudra rembourser cette dette-là, et à côté du surendettement, il y a l'absence criarde de développement. On se surendette, on prête beaucoup d'argent et on ne fait rien en retour. Où va donc cet argent? Où s'évapore cet argent? Nous avons dit où l'argent partait dans le cadre de l'AFD. Maintenant, nous allons conclure. Nous concluons en disant que sur la base, considérant ce qui a été dit tantôt, nous pouvons, de la manière la plus juste et la plus honnête, rebaptiser l'aide publique au développement en aide publique à l'endettement ou à l'aide publique au surendettement. C'est ce qui est vrai. En Afrique, nous sommes surendettés. Mais il n'y a pas de développement. Donc l'aide publique que nous avons eue de la part de la France est une aide qui a surtout servi à nous endetter, à nous surendetter. Je vais maintenant vous donner les différents niveaux d'arnaque. Car s'il n'y a pas eu de développement, au regard de ce qui était annoncé comme objectif assigné, s'il n'y a pas eu de développement, alors que l'argent a pourtant été décaissé, c'est qu'il y a donc eu arnaque. Cette arnaque se situe à plusieurs niveaux. Nous en avons distingué exactement 7 que je vais maintenant vous donner. Le premier niveau d'arnaque, c'est que l'argent des Africains au Trésor public français, dans le compte d'opération, est prêté aux Africains. Mon propre argent que je vous ai donné, quand maintenant je vous demande de me prêter de l'argent, c'est cet argent que je vous ai laissé que vous me donnez. C'est le premier niveau d'arnaque. Le second niveau, quand cet argent m'a été prêté et qui est maintenant une dette, un encours, je me dois de rembourser cela avec intérêt plus le capital, sans oublier le service de la dette. Deuxième arnaque, dans le remboursement de la dette, capital, intérêt et service de la dette. Troisième arnaque, l'AFD, grâce à son certificat de non-opposition, permet le retour des fonds qui ont été empruntés vers les comptes en France grâce aux sociétés françaises adjudicataires qui auront tout le marché. Troisième arnaque, le retour de l'argent qu'on a emprunté à nouveau en France. Quatrième niveau d'arnaque, mais il faut avoir le soutien, la complicité d'une élite africaine que l'on arrose et qui est donc corrompue pour garder le silence et ne rien dire et poursuivre justement ce système d'arnaque. Ces Africains, ce sont eux des France-Africains qui ont décidé de voir la misère s'installer dans leur pays du moment que eux, ils bénéficient des miettes en milliards. Ce sont ces Africains-là qui acceptent de piller, de laisser piller notre pays du moment qu'ils peuvent rouler,
dans des grosses voitures, du moment qu'ils peuvent s'acheter des appartements à l'étranger en France, du moment qu'ils peuvent avoir des maîtresses dans toutes les capitales africaines, ou toutes les capitales scandinaves, je n'en sais trop rien, toutes les capitales d'Amérique latine, et du moment qu'ils peuvent planer, comme on dit, même si le peuple souffre, sans hôpitaux, sans dispensaires, sans écoles. Ces Gabonais France-Africains sont méprisables. Sont méprisables, il faut le leur dire. Un jour, ils vont devoir payer l'addition. Il faut qu'ils le sachent. Cela ne restera pas impuni. Ce tort qu'ils font à leur pays, ce tort qu'ils font à l'Afrique. 5e niveau d'arnaque. Comme cet argent n'a pas servi au projet qui pourtant figure dans les clauses de la Convention, eh bien nous avons ce qu'on appelle communément les éléphants blancs. Aucun travail n'est réalisé. Et donc, il y a absence de développement. C'est le 5e niveau. Le 6e niveau d'arnaque, c'est qu'on se refuse à faire un bilan. On devrait faire un audit de l'aide publique au développement pour voir ce qui marche et pour voir ce qui ne marche pas. De sorte que si les choses ne marchent pas, on les corrige. Mais il n'y a jamais eu d'audit d'aide publique au développement. Il n'y en a jamais eu. On continue à donner de l'argent parce qu'on sait quels sont les véritables motifs. C'est une dépendance à rembourser une dette qui ne sera jamais remboursée. Et là, nous entrons dans le 7e niveau d'arnaque. Cette dette-là, mais nous ne pouvons pas la rembourser. 6 536 milliards de francs CFA à rembourser au Gabon. Où va-t-on trouver les projets d'investissement qui vont créer autant de richesses pour qu'on rembourse la dette? Où va-t-on trouver ces projets-là? Comme on ne les trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On entre dans le cercle vicieux de s'endetter pour à nouveau venir payer la dette. C'est un cercle vicieux dont on ne sort pas. Et Thomas Sankara l'avait si bien dit. Mais le temps est venu de réfléchir sérieusement à la poursuite, au maintien de ce système d'endettement qui est un puits sans fond. Nous allons à chaque fois prendre de l'argent que nous ne pourrons jamais rembourser. Et comme cet argent ne sert pas au développement, nous n'allons jamais nous développer. Jamais développer. Nous allons passer tout notre temps dans le remboursement prioritaire d'une dette abyssale qui réduit naturellement toute capacité d'action publique, notamment dans l'investissement durable. Et comme nous ne pouvons pas rembourser, comme nous avons un système où à chaque fois nous devons emprunter à nouveau pour rembourser les dettes précédentes, mais nous tombons dans une dépendance financière perpétuelle vis-à-vis de la France. Et ainsi, elle nous tient, comme elle tenait les colonies. Nous sommes devenus en réalité des néocolonies de la France. Car à travers son judicieux système d'endettement, nous sommes à ses pieds en permanence. Nous dépendons de sa monnaie, nous dépendons de ses mécanismes d'aide officielle et publique. Et à partir de cet instant-là, nous reproduisons, quand je dis nous, je parle de la France, elle reproduit de manière plus acceptable, de manière plus civilisée, ce qui se passait pendant la colonisation. Car si nous dépendons financièrement d'elle, elle fait de nous ce qu'elle veut. Elle décide à notre place. Et si elle ne veut pas de développement, ce qui est le cas depuis maintenant 61 ans, nous le constatons, eh bien, il n'y a pas de développement. Mais comment remettre en cause cette arnaque? Mais c'est de s'inscrire dans une logique de rupture. Un peu comme le font les Maliens en ce moment. Accepter d'entrer dans une aventure africaine où nous allons certes tomber, mais nous allons nous relever. Et nous serons nos seuls maîtres. Il n'y aura plus un tuteur pour dire attention, ne tombe pas là, tu vas te faire mal. Non. Nous sommes à terre, nous nous sommes fait déjà mal. Le temps est venu de nous relever du bon pied et d'avancer sans la France. Car il n'est pas dans l'intérêt de la France de nous voir nous développer. Elle pèderait énormément au change. Il faut que les Africains comprennent cela. C'est fondamental. Il est naïf de croire qu'une puissance esclavagiste qui ne s'est pas repentie, une puissance colonisatrice
qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas fait son mea culpa, une puissance néocoloniale qui continue dans ses lubies, intention, comme par magie, de nous aider à nous développer. Non, c'est d'une naïveté de le croire. Il faut sortir justement de cette candeur. Il faut regarder les choses en face comme un adulte et accepter l'aventure d'une monnaie locale, voire régionale, accepter de rompre avec ces institutions qui nous appauvrissent davantage qu'elles ne nous enrichissent. Voilà la réponse, ou du moins les éléments de réponse que nous voulions donner à cette question que nous nous sommes posée. Et j'espère que vous avez été suffisamment instruits sur l'ensemble des éléments que je vous ai livrés. J'espère que vous comprenez l'importance de cette campagne qui nous ouvre les yeux sur les enjeux, sur les mensonges, sur les arnaques dont nous sommes victimes depuis maintenant plus de 60 ans et qu'il nous faut absolument en sortir si nous voulons développer notre pays. Désormais, affrontons le véritable adversaire qui est caché et cessons de nous en prendre exclusivement à une marionnette. Les marionnettes, ce sont nos chefs d'État qui ne font qu'exécuter le pas théâtral que le marionnettiste leur impose en agissant sur les ficelles. Regardons de près maintenant le marionnettiste, car ce système que je viens ici de vous présenter est l'œuvre de sa pensée. Et tant qu'on ne s'attaquera pas aux bons problèmes et aux vrais problèmes, nous allons toujours être à côté de la plaque. La nouvelle génération a compris, elle est décomplexée. Elle va attaquer le vrai problème, quoi qu'il lui en coûte. Pour le prochain live, pour la prochaine communication politique, nous avons à répondre à la question suivante. Pourquoi la France officielle et les réseaux soutiennent-elles les dictatures france-africaines? Nous disons France-africaine et non pas africaine, car ces dictatures sont là par la volonté de la France officielle et des réseaux. Donc le thème qu'il faut véritablement consacrer, c'est celui de la France-Afrique, dictature France-africaine. Pourquoi la France officielle et des réseaux soutiennent-elle les dictatures France-africaine? Nous allons essayer de répondre à cette question la semaine prochaine. On a essayé de nous empêcher d'avoir ce live. Notre Wi-Fi a été coupé alors que notre abonnement n'a pas pris fin. Mais nous avons trouvé une solution de substitution et nous leur avons fait un pied de nez. Car nous sommes quand même, nous le répétons, un informaticien. Et nous aurons toujours un tour dans notre sac. Merci d'avoir assisté à cette communication politique, à cette conférence sur l'aide publique au développement, dont j'ai fait la démonstration. Je pense vous avoir convaincu que c'est une arnaque, une grossière arnaque à l'endroit des Africains que les Français mènent et font, et que le temps est venu de ne plus accepter de se faire rouler dans la farine. Nous allons répondre à cette question. Nous répondrons à la prochaine, au prochain live. Nous répondrons à cette question. Pourquoi la France officielle et des réseaux soutiennent-elles les dictatures france-africaines? Vous avez quelques idées. Eh bien, je viendrai donner un argumentaire avec force détail et force rappel historique. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir aimé la vidéo et merci de l'avoir protégée et partagée. Je vous laisse en vous souhaitant de passer une bonne journée. Otep à mes frères Kamit, Otep à mes sœurs Kamit, Otep à mes frères et sœurs Kamit 3 fois. Nous nous voyons la semaine prochaine. Passez une bonne journée du jeudi 3 février 2022.